Les podcasts de la Grande Passerelle. Bienvenue dans ce long entretien avec Jean-Paul Kaufmann à l'occasion du bicentenaire du décès de l'empereur. Notre première partie sera donc consacrée au contexte historique des deux ouvrages de Jean-Paul Kaufmann, La Chambre noire de Longwood et Outre-Terre, voyage à Eylau. Bien, bonjour Jean-Paul Kaufmann. Donc merci Bonjour. d'avoir répondu à notre invitation qui s'inscrit donc dans le cadre du bicentenaire de la mort de Napoléon le 5 mai 1821. Quelques indications biographiques vous concernant, à destination de nos lecteurs qui ne vous connaîtraient pas encore, même si je doute qu'ils soient encore nombreux. Vous êtes donc né le 8 août 1944 à Saint-Pierre-la-Cour en Mayenne. Assez tôt, vos parents s'installent à Cornu, donc en Ille-et-Vilaine. Vous êtes pensionnaire d'un collège religieux, Notre-Dame d'Orvaux, donc en Maine-et-Loire. Vous êtes diplômé de l'École supérieure du journalisme de Lille, journaliste dans un premier temps à RFI de 1970 à 1977. Vous intégrez ensuite la rédaction du Matin de Paris de 1977 à 1984. Et enfin, vous devenez grand reporter pour l'Événement du jeudi à partir de 1984. Si je puis me permettre, vous n'embrassez réellement la profession d'écrivain, si j'ose dire, qu'en 1989, avec peut-être un premier livre, Voyage à Bordeaux. C'est ce que j'ai retenu. Oui, enfin, non, c'est plutôt le Bordeaux retrouvé. Oui, si vous voulez. Je l'avais intitulé. Oui, on peut dire ça, en effet. Oui. Ouais. 1989. 1989, d'accord. Et donc, j'en viens à cette assertion. Vous êtes amateur, grand connaisseur de vin de Bordeaux. Amateur. Oui. Ce qui est déjà beaucoup. Amateur non, éclairé. Amateur, celui qui aime. Celui qui aime, voilà. Et donc, de cigares, puisque vous êtes à l'initiative d'une revue, je crois, en 1994, d'Amateurs de cigares. Voilà, qui était un peu l'émanation de l'amateur de Bordeaux. D'accord. Parce que c'est le Bordeaux, quand même, qui est à l'origine ma passion. Votre passion première. Qui concerne le vin. Et l'un ne va pas forcément sans l'autre, effectivement. Voilà. Donc, s'agissant du bicentenaire de la mort de Napoléon, deux ouvrages dont vous êtes l'auteur ont pour trait commun deux événements majeurs de l'épopée napoléonienne. Le premier, publié donc en 1997, La Chambre noire de Longwood, pour lequel vous avez reçu le prix Roger Nimier, le prix Joseph Kessel, et puis le prix RTL du livre. Outre-Terre, le voyage à Eylau, en 2016, qui se voit couronné du prix du Mémorial Grand Prix littéraire d'Ajaccio. Chronologiquement, on a donc la bataille d'Eylau, du 7 au 8 février 1807, et puis ensuite la captivité de Napoléon à Sainte-Hélène, du 15 octobre 1815 au 5 mai 1821, soit, j'ai fait rapidement le calcul, 5 ans et 200 jours. Eylau, donc, acmé peut-être de l'épopée napoléonienne, mais surtout basculement dans le destin de Napoléon, à qui, jusque-là, tout semblait réussir. Une réussite insolente. D'ailleurs, à cet égard, Michelet explique la réussite de Napoléon par son nom, Bonaparte, la bonne part. Et à partir de 1807, on sent que son destin vacille. C'est peut-être d'ailleurs la bataille d'Eylau, la préfiguration, je ne sais pas ce que vous en pensez, de la catastrophe russe de 1812. Voilà. Oui, c'est prémonitoire en effet de Waterloo. La bataille d'Eylau. Moi, enfin, il faudrait peut-être que j'explique quand même ma démarche. Au fond, les grandes batailles, Austerlitz, la gloire napoléonienne m'intéresse assez peu. Ce qui m'intéresse d'ailleurs dans une biographie, c'est le début et la fin. Bon, l'enfance de Napoléon. Elle a été inventée après coup. En revanche, les 5 dernières années de sa vie sont très intéressantes parce que ça lui permet, ce qui est très rare, de reconstituer ce qu'il a fait auparavant. Et ce qui m'a intéressé, en effet, dans cette histoire de Sainte-Hélène, c'est l'homme vaincu, c'est l'homme nu. Grâce à mon malheur, a-t-il dit, on pourra me juger à nu. C'est ça qui m'a intéressé. Alors, vous parliez d'Eylau. Eylau, c'est une date importante
vous parliez de bascule, je crois, dans cette trajectoire napoléonienne. Eylau, c'est le premier coup du destin, c'est-à-dire que là, il a failli tout perdre. Oui. Il a failli être capturé, et c'est une bataille où il a eu, il faisait très froid, mais où il a eu très chaud. C'est-à-dire que cette bataille d'Eylau, très curieusement d'ailleurs, est passée, je ne veux pas dire qu'elle n'est pas passée inaperçue, mais elle a été, disons, en quelque sorte rachetée par le succès éclatant de Friedland 4 mois plus tard. Donc Eylau, c'est en effet un moment où Napoléon, qui avait, c'était l'enfant chéri de la fortune, et voilà que la malchance, là il a conscience que voilà, il a perdu cette chance. Malaparte, la mauvaise part. Malaparte, Bonaparte, effectivement. Vous parliez tout à l'heure de Michelet et de Bonaparte, la bonne part. Il avait toujours été chanceux, et donc Eylau, donc c'est cela qui m'a intéressé. Vous voyez, c'est une bataille incertaine. A-t-elle été gagnée? Oui, elle a été gagnée parce que il est resté maître du champ de bataille. Mais c'est une demi-victoire, une demi-défaite. Une victoire à la Pyrrhus, en quelque sorte. Oui, voilà. Les Russes la revendiquent aussi, puisque Eylau, il faut peut-être expliquer ça aussi. Eylau raconte, non pas la bataille d'Eylau, parce qu'il y a un certain nombre d'historiens qui l'ont fait très bien et beaucoup mieux que moi, mais je raconte en effet 2 siècles après l'anniversaire de cette bataille, puisque je suis allé, et c'est le sujet de mon livre, en famille dans cette enclave russe de Kaliningrad, l'ancienne Prusse orientale, et où on célébrait donc ces 200 ans de la bataille d'Eylau. Et c'est aller sur les traces de... Voilà, c'était ça un peu le sujet de ce livre. D'ailleurs, c'était assez curieux la façon dont les Russes vouent d'une certaine façon un culte Napoléon et reconstituent souvent des batailles. Moi, je me souviens avoir vu différentes émissions là-dessus. C'est assez phénoménal, d'ailleurs. Ah oui, ils sont très férus d'histoire Napoléon. Oui, d'ailleurs, un des personnages... c'est une parenthèse, un des personnages de ce livre, qui est l'organisateur de la reconstitution de la bataille d'Eylau, Sokolov. Eh bien, Sokolov a défrayé la chronique, puisqu'il y a 2 ans, il a été accusé d'avoir tué sa maîtresse, et on a retrouvé les morceaux dans le cours d'eau qui traverse Saint-Pétersbourg. D'accord. Mais on en a parlé. Oui, je crois que on en a parlé. On n'a pas fait le rapport. Donc voilà, c'est une parenthèse. D'accord, mais une parenthèse qui a son importance néanmoins. Donc Eylau, vous disiez, c'est vraiment la bataille charnière. Peut-être les forces en présence. Alors, le contexte, c'est la guerre de la 4e coalition, au cours de laquelle les monarchies européennes se lient contre Napoléon. Les forces en présence, on estime à peu près du côté français 46 000 soldats de la Grande Armée, 300 pièces d'artillerie. Russes et coalisés, environ 80 000 et 400 pièces d'artillerie. Pour ce qui est du bilan en hommes, du côté français, on a 10 000 tués ou blessés. Russes et coalisés, 12 000 tués et 14 000 blessés. Moi, c'est les chiffres, je ne sais pas si... Non, enfin, ils sont très contestés. Ils sont contestés. Mais bon, on va pas... on a parlé de la boucherie d'Eylau, et c'est vrai qu'il est certain que c'est une bataille qui est très étrange, parce que le matin de cette bataille, et même la veille, le 7 février 1807, tous ces soldats de la Grande Armée savent qu'ils sont très loin de leur base. Ils s'avancent, les Russes refusent le combat, et finalement, le général russe Benningsen, c'est lui qui choisit le site de la bataille. D'habitude, c'est Napoléon. Napoléon qui choisissait le lieu de la bataille. Exactement. Donc, tous ces acteurs ont conscience que ça ne va pas se dérouler comme ça se déroulait auparavant. Il y a un sentiment d'étrangeté, et puis d'incertitude aussi. Donc, cette bataille,
bon, elle est très étrange aussi parce que on n'arrive pas, et on voit bien quand tous ces témoins, on n'arrive pas à avoir une vue d'ensemble de cette bataille. Vous voyez, ce sont des séquences presque indépendantes les unes des autres, et puis quand on regarde de quelle façon elle a été racontée du côté russe, ça ne correspond absolument pas. C'est souvent le cas, bien français. Sûr, en pareil. Mais là, vraiment, on a l'impression que c'est une autre bataille. Je prends un exemple, la fameuse charge de Murat, qui est une des plus grandes charges. Enfin, on dit que c'est la charge de cavalerie la plus gigantesque, la plus impressionnante de l'histoire occidentale. On a une idée du nombre de cavaliers de Murat entre 10 à 15 000. Ah oui, quand même. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, vous voyez, du côté russe, on n'y fait même pas allusion, alors que c'est quand même, c'était quand même quelque chose de très impressionnant. Et puis, donc, cette charge n'a absolument pas permis de rétablir la situation. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que le soir de cette bataille, il y a vraiment un sentiment de dégoût. C'est véritablement un massacre. Alors, il est peut-être, enfin, je ne veux pas dire que cette impression est peut-être excessive, mais il est évident que le fait qu'elle se déroule dans la neige, un certain nombre d'uniformes français sont blancs, contrairement à ce qu'on peut croire. Et bon, il est évident que cette impression est accentuée, le sang sur la neige, etc. Donc, et vraiment, il y a un sentiment aussi, une impression plutôt d'écrasement. C'est-à-dire que il y a eu cette fameuse charge de cavalerie où les morts sont en quelque sorte piétinés par les chevaux. Piétinés par les chevaux. D'ailleurs, c'est ce qui arrive au colonel Chabert, le héros imaginaire du livre de Balzac. D'ailleurs, je crois que donc, pardon ? Non, je vous en prie, je vous coupais. Je crois que Percy, le chirurgien de la Grande Armée, déclare jamais tant de cadavres n'avaient couvert un si petit espace. Oui, c'est vrai. Sa réflexion. Oui, parce que en même temps aussi, cette bataille se déroule dans un très petit espace, à la différence, par exemple, d'une bataille comme Austerlitz. Donc, vous voyez, tout cela est concentré dans une étendue assez mince, et c'est certainement cela aussi qui a donné cette impression de massacre, de boucherie. Et Napoléon est extrêmement, le soir de la bataille, est très inquiet, parce qu'il pense, les Russes sont toujours là, et il pense qu'il va devoir livrer le lendemain. Et puis, bon, on lui annonce au cours de la nuit que les Russes ont décroché, et il y a véritablement chez lui un sentiment de soulagement. Parce que, évidemment, on n'en parle pas, mais Napoléon, lorsqu'il est au pied de cette église d'Eylau, qui existe toujours, il prend des risques. Il faut qu'il voie, on ne voit pas beaucoup. Il faut savoir aussi que c'est une bataille qui se déroule dans le brouillard, il fait moins 15 degrés, une sorte de purée de pois. C'est une des très grandes batailles aussi d'artillerie de cette première moitié du 19e siècle. Donc on ne voit rien, et Napoléon, il doit résoudre un certain nombre d'équations toutes les minutes. Est-ce qu'il faut attaquer de ce côté-là? Donc c'était sa grande force jusqu'à présent, cette capacité d'intuition et qu'il ça possédait au plus haut point. Oui, mais ça lui échappe, et puis il voit pas que. À un moment, on lui dit les grenadiers russes arrivent. Il dit non, c'est pas possible. Et puis c'est vrai qu'il était à deux doigts d'être capturé. En même temps, c'est quelqu'un qui, à la différence de cette bataille de Waterloo, où il est très calme, et le génie napoléonien s'exprime de manière peut-être, éclatante, parce que, en effet, il n'a pas choisi le site de la bataille.
il est en infériorité numérique, et puis il doit improviser perpétuellement. Hein. Cette fameuse charge de cavalerie de Murat, elle est vraiment organisée au dernier moment. Hein. Il y a une brèche qui s'est ouverte dans le flanc dans cette attaque de Augereau. Et c'est ça, justement, c'est là où Napoléon prend conscience véritablement que la chance l'a abandonné. Tout se déroulait relativement bien. Donc, il y a cette attaque-là qui devait s'effectuer, j'allais dire, normalement. Et à cet instant, et c'est là où la bataille véritablement va basculer, au moment de l'attaque, une tempête de neige qui arrive frontalement sur l'infanterie de la Grande Armée. Et ils sont aveuglés, c'est des milliers d'insectes qui surgissent là devant eux. Alors ils se dévient de plus en plus, et puis l'artillerie russe n'en croit pas ses yeux. Ça va être une boucherie, quoi. En un quart d'heure, donc il y a un trou énorme, une béance qu'il faut combler, et c'est à ce moment-là que Napoléon demande à Murat d'intervenir. Et bon, il va y avoir 3 ou 4 charges, ça va être quelque chose de très impressionnant. Il faut savoir aussi que ces gens-là n'ont pas mangé, ils sont fatigués, ils sont pas très bien armés contre le froid, donc c'est une bataille difficile. Oui. Et alors, la question que je me posais, est-ce qu'il a fait donner la garde à ce moment-là Non, enfin, il y a l'artillerie de la garde qui est intervenue, qui était certainement, qui était extrêmement efficace. Non, on n'a pas la garde. C'est vraiment quand il y a plus de réserve, et c'est dans les situations désespérées à Waterloo. C'est le corps d'élite par excellence. Voilà, c'est ça qui doit attendre, qui doit attendre, parce que c'est ça aussi qu'on ne mesure pas, c'est que toutes ces réserves-là, donc notamment à Eylau, sont cachées. Et ils attendent, les pieds dans la neige, et puis ils reçoivent des boulettes de temps à autre, ils ne doivent pas bouger. Il faut avoir un sang-froid assez extraordinaire. Et donc voilà, la garde n'a pas été mise à contribution. Alors Napoléon reste 8 jours sur le champ de bataille, c'est ce que vous dites, contrairement à ses habitudes. C'est-à-dire que... Là, il sait que... c'est pas une victoire très éclatante, même si les Russes se sont retirés. Donc, pour bien marquer, entériner cette bataille, il va demeurer une semaine sur le site d'Eylau. Et il va faire aussi une chose qui est tout à fait exceptionnelle, c'est qu'il a bien le sentiment que tout cela n'a pas tourné vraiment à son avantage, et c'est là le grand, l'homme de la... c'est le premier propagandiste en matière politique, pourrait-on dire. Il se dit, je vais retourner un peu cette histoire d'Eylau, et il fait organiser ce concours de peinture. La peinture, qui sortira le tableau du Baron Gros. Finalement. Voilà, c'est ça. Il va y avoir un concours, et puis un concours, mais où un certain nombre c'est lui qui dicte en quelque sorte les personnages, quelle scène doit être représentée. C'est pas la scène de la bataille, c'est le lendemain de la bataille. C'est l'empereur consolateur. Vous voyez, il y a tous les blessés, et puis les blessés, pas uniquement les blessés ou les morts français. Mais les autres, l'ennemi, les adversaires. Donc, vous voyez, c'est un peu le roi thaumaturge qui impose sa main. Et alors, il y a quelque chose, quand on regarde très attentivement cette peinture du Baron Gros, alors évidemment, quand on est au Louvre, on ne s'en aperçoit pas, parce que c'est une toile gigantesque, et on ne voit pas le visage de Napoléon. Et Napoléon ne regarde pas la bataille. Son regard surnage dessus. Oui, les yeux plafonnent. Et puis, je ne veux pas dire qu'il est dans un triste état,
mais vous voyez, c'est pas la barbe charbonne un petit peu, enfin, et puis le baron Gros a multiplié les détails. Oui, c'est ça. Malgré un tableau de commande, malgré un tableau de commande, de propagande. Oui. Alors c'est ça aussi qui est, c'est un mystère là aussi. J'y fais allusion dans le livre. Comment se fait-il que cet homme très intelligent, l'homme du coup d'œil, qui s'aperçoit là d'un seul coup de quoi il retourne, comment a-t-il pu laisser passer un tel tableau? Parce que tout ce qu'il voulait caché, au fond, apparaît au grand jour, les mutilations, puis le côté sanglant de la bataille. La neige tachée de sang. La neige tachée de sang. C'est un tableau extraordinaire. Oui, c'est une question qu'on peut se poser. Oui, comment il a pu laisser passer ça alors qu'il contrôlait toute son image et l'image de ses armées, notamment via les bulletins de la Grande Armée, dont on dit qu'il les rédige. Qui sont assez, contrairement à ce qu'on a pu dire, qui sont relativement fiables. D'accord. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'est le 57e bulletin de la Grande Armée, rend compte de la bataille d'Eylau d'une manière assez exacte. Hein. D'accord. Quand on voit ce que les Russes ont raconté après coup, je veux dire, il est assez près de la réalité. Hein. C'est déjà l'historien Thiers l'avait déjà remarqué. Il disait. Contrairement à ce qu'on peut croire, les bulletins de la Grande Armée sont relativement fidèles. D'accord. Voilà, donc pour conclure sur cet aspect d'Eylau, donc c'est une drôle d'année, donc cette année 1807, qui verra successivement la bataille d'Eylau, la victoire de Friedland au mois de juin, le traité de Tilsit, l'apogée du règne. L'apogée du règne, traité à l'issue duquel, finalement, Français et Russes seront alliés jusqu'en 1809. On peut dire quand même que c'est un peu un traité... Jusqu'en 1812, on peut dire. Ouais, parce que, justement, l'invasion de la Russie, c'est parce que Alexandre n'a pas respecté... Le blocus. Tilsit n'a pas respecté le blocus, etc. Mais la Russie se trouvait, d'ailleurs, de ce fait du blocus, complètement étouffée. Il y avait plus bien sûr. Il n'y avait plus d'échanges commerciaux possibles, notamment avec l'Angleterre. Oui, donc on lui pose la question à Napoléon, à Sainte-Hélène, on lui demande alors quand est-ce que vous avez été le plus heureux. Alors alors les compagnons disent oui, c'était quand il était premier consul, et Napoléon dit oui, je pense que c'était à Tilsit. À Tilsit, et c'est vrai, à Tilsit, à Tilsit, on a oublié totalement cette bataille d'Eylau. Totalement. Donc à Tilsit, il est vraiment, on peut dire, on a dit que c'était la naissance du roi de Rome, mais on peut dire en effet. Mais il paraît-il, une vraie sympathie pour le tsar. Oui. D'ailleurs, qui a été très utile à la famille de Napoléon après la première abdication. Alexandre a rencontré Joséphine, a été le protecteur de l'arrêt d'Hortense. Napoléon a toujours, même à Sainte-Hélène, il se disait Alexandre va peut-être atténuer cette captivité, parce que je vais peut-être revenir en Europe, etc. Enfin, il a caressé un certain nombre d'espoirs et par rapport justement à Alexandre, en effet. Et on dit de manière plus générale qu'il avait une propension à pardonner. Il dit on louait, il dit à Sainte-Hélène, on a loué la fermeté de mon caractère. En réalité, j'étais une poule mouillée, surtout avec ma famille. Avec sa famille, qui lui a causé bien des soucis. Alors justement, on en vient à Sainte-Hélène. Donc, le 14 octobre 1815, alors j'ai beaucoup de mal à le prononcer à chaque fois, mais le Northumberland, navire à bord duquel se trouve l'empereur déchu, jette l'ancre dans la baie de Jamestown, au terme de 70 jours de mer. D'ailleurs, ce qui est intéressant, je peux faire ce parallèle, c'est que lorsque vous décidez de vous rendre vous-même à Sainte-Hélène, vous empruntez un bateau qui, certes, ne met pas 70 jours pour s'y rendre, mais je crois une quinzaine de jours. Oui, voilà. Oui, c'est très long, la traversée. La traversée, d'ailleurs, c'est au fond par le biais du bateau que je suis, arrivé à Napoléon, parce que
Napoléon me passionnait pas particulièrement avant ce voyage à Sainte-Hélène. Pourquoi j'ai fait ce voyage à Sainte-Hélène? Parce que auparavant, j'avais écrit un livre sur les îles Kerguelen. Bon, j'étais un peu étiqueté, j'étais voué aux îles. Oui. Et une revue, un magazine m'a demandé est-ce que ça vous dirait d'aller à Sainte-Hélène. Et c'est pas du tout la figure de Napoléon qui m'a intéressé au premier chef, c'est le fait d'aller quelque part en bateau. Et parce qu'aujourd'hui tout vous est donné d'un seul coup d'aile par l'avion, tandis que moi ce que j'aime justement c'est l'attente, une certaine forme d'ennui qui permet aussi, s'agissant de l'histoire de Napoléon à Sainte-Hélène, qui permet aussi l'imprégnation, parce que j'avais emporté une documentation très riche, importante. très dense. Donc j'étais, en arrivant à Sainte-Hélène, j'étais totalement pénétré de mon sujet. Bon, et évidemment, mais ça venait bien après. Il y avait aussi la curiosité, à quoi peut ressembler cette île où Napoléon a vécu les 5 dernières années de sa vie. Voilà, c'est vrai que le lieu est assez saisissant. Oui, donc Sainte-Hélène, pour situer géographiquement, c'est une île perdue au milieu de l'Atlantique Sud, l'île dont on ne s'échappe pas. Absolument. Une île volcanique, alors falaise escarpée, alors située à un peu moins de 2000 km de la côte namibienne et un peu plus de 3000 du Brésil. C'est ça. Alors elle est découverte en 1502 par un navigateur galicien dont j'ai oublié le nom. Elle devient anglaise en 1657 pour la Compagnie anglaise des Andes orientales et elle occupe donc une position stratégique à peu près jusqu'à l'ouverture du canal de Suez. À propos de Sainte-Hélène, d'ailleurs, Napoléon, jeune Bonaparte plus exactement, jeune lieutenant à Auxonne en 1785, de manière un peu elliptique, avait noté Sainte-Hélène, petite île. C'est ça. Chateaubriand, pour reprendre peut-être son meilleur ennemi, pas une ride de cette façade stérile à laquelle ne fut suspendu un canon. On semblait avoir voulu recevoir le captif selon son génie. Peut-être plus drôle, plus prosaïque, la réflexion de la femme du général Bertrand, c'est le diable qui a chié cette île en volant d'un monde à l'autre. Alors, il y a l'aspect Sainte-Hélène et il y a aussi l'aspect Longwood, parce qu'il ne faut surtout pas confondre les deux. C'est tout à fait différent, vous avez tout à fait raison. Ouais. Oui, on se trompe un peu, on se dit, Longwood est vraiment quelque chose de très particulier. C'est l'endroit le plus, on peut dire, impossible de l'île. C'est un plateau et qui est perpétuellement martelé par les alizés. Et on est, en quelque sorte, toujours dans les nuages, presque toujours dans les nuages. Et c'est vrai que c'était pour un homme comme Napoléon, un Méditerranéen, cette ambiance humide était très éprouvante. Très éprouvante. En revanche, vous avez l'endroit où résidait notamment le gouverneur, Plantation House, et puis la capitale, entre guillemets, Jamestown, était tout à fait agréable. C'est un peu... je ne sais pas si vous connaissez les Canaries. Les Canaries, oui, ça y ressemble. Oui, ça ressemble beaucoup. Alors évidemment, si vous allez un peu plus haut, vous êtes dans les nuages, dans l'humidité. Et c'est vrai que l'humidité était vraiment un problème. Il y avait ce moisi là qui était là tout le temps sur les habits, les cartes étaient molles, il fallait les passer au poil. Donc c'est vraiment une atmosphère encore une fois, très difficile, très éprouvante. Il y avait de temps à autre le soleil, mais donc ils n'avaient pas choisi le plateau de Longwood pour faire souffrir Napoléon, mais il se trouve que c'était l'endroit qui permettait le mieux de surveiller. Ils étaient quand même obsédés par l'évasion de l'île d'Elbe, donc voilà, c'était à partir de la tombée de la nuit, tout était fermé, et puis il y avait quand même plusieurs centaines de soldats qui surveillaient cette maison de Longwood. Cette maison de Longwood qui est loin d'être un palais, qui est une fermette qu'on a aménagée très 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 rapidement. C'est quelque chose de très modeste. Mais vous voyez,
souvent je dis qu'on ne comprend pas la captivité de Napoléon si on n'est pas allé à Sainte-Hélène, si on n'a pas vu le site. Et c'est vrai, parce que moi, j'arrivais pas à me faire une idée sur cette captivité. Et c'est vrai que lorsqu'on voit, et pour moi ça a été véritablement une révélation, quand on voit cette maison vraiment battue par les vents, elle a quelque chose de... Même si on ne sait pas ce qui est arrivé dans cette maison, elle a quelque chose j'allais dire, de tragique. Et puis, quand vous pénétrez à l'intérieur, elle est très bizarre, un peu labyrinthique. Succession il y a quelque de chose de déréglé, un peu. C'est ça. Quelque chose de fantastique, peut-être. Oui, mais c'est une très curieuse ambiance. Moi, en tout cas, dès que j'ai pu pénétrer dans cette maison, je ne veux pas dire que je me suis dit je vais écrire un livre, parce que j'étais frappé aussi par quelque chose qui est très important pour moi, et j'accorde beaucoup d'importance à cela, c'est l'odeur des lieux. Et c'est vrai que Longwood dégage une odeur particulière que j'ai essayé de décrire. Oui. Et parce que, encore une fois, quand je suis allé à Sainte-Hélène, je n'avais absolument pas l'idée à l'origine d'écrire un livre. J'ai longtemps hésité, j'étais là pour écrire un article, et au fond c'est parce que j'étais frustré, que j'avais tellement de choses à dire, que j'ai voulu écrire, non sans hésitation, encore une fois, ce livre. J'ai hésité pendant à peu près une année. Donc c'est véritablement cette odeur de Longwood qui a servi en quelque sorte de déclencheur. Ainsi s'achève donc la première partie introductive consacrée à la contextualisation des ouvrages de Jean-Paul Kaufmann. N'hésitez pas à nous retrouver dans la deuxième partie qui sera consacrée à l'histoire au regard du récit kaufmannien.